Salut et bienvenue dans Déconnexion, parler vrai pour aller mieux. Ici on fait une pause, une vraie, pas celle où on scrolle sur son téléphone en mangeant debout, une pause qui fait du bien à l'intérieur. Je suis Zina et chaque mardi je te propose un moment suspendu pour souffler, réfléchir, rire un peu aussi. Ensemble on parle santé mentale, charge mentale, boulot, émotions, mais aussi créativité, envie, enfoui, petit déclic, sans jugement, sans pression, juste vrai. Prends ce qu'il te faut ici et laisse le reste. Allez, let's go! Salut et bienvenue dans Déconnexion, parler vrai pour aller mieux. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. La semaine dernière, on a parlé des red flags en amitié. Ces signaux d'alerte qu'on préfère parfois ignorer, mais qui finissent par peser lourd sur notre santé mentale. Alors aujourd'hui, on va transposer ça au monde professionnel parce que oui, dans notre job aussi, il y a des red flags. Et si on ne les voit pas ou si on les minimise, ça peut littéralement nous épuiser, voire nous vider et parfois même nous rendre malades, c'est-à-dire nous rendre jusqu'à burn-out et plus. Alors installe-toi confortablement, on va parler ensemble. C'est quoi un red flag au travail ? Un red flag au travail, c'est un signal, c'est un comportement, une ambiance qui devrait alerter. Ça peut être une petite remarque, une façon de fonctionner, un mode de management, mais qui, quand ça se répète, ça devient toxique, donc red flag. Je vais te donner des exemples, j'espère un peu concrets de par mon parcours, mais retiens déjà une chose. Un red flag, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, qui te fait perdre ton énergie ou qui va à l'encontre de ton bien-être, voire de tes valeurs. Alors j'aimerais aborder les red flags que l'on peut voir le plus fréquent, mais c'est selon mon spectre. Attention, il peut y en avoir d'autres. Le premier red flag, selon moi, qui est important à avoir, c'est le manque de reconnaissance. Tu travailles dur, tu donnes ton énergie, mais personne ne souligne ton investissement. Pire encore, ton travail est accaparé par quelqu'un d'autre. J'en parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé tout au début de ma carrière, même avant de commencer officiellement. En fait, pour vous raconter l'anecdote, on m'avait confié en fait une mission quand même qui était importante d'un projet. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps, de l'énergie, c'était 80% de ma mission. Et quand est venu le moment de présenter le projet, la personne, elle a pris mon travail devant moi, l'a présenté comme si c'était le sien, devant moi. Aucune mention, aucune reconnaissance que j'avais fortement contribué. Bien sûr, j'avais pas tout fait toute seule, mais j'y avais fortement contribué. Et moi, j'étais là, assise, en train de la voir faire. Ok, super. Ça, c'est un énorme red flag. Et je peux vous dire que du haut de mon âge à l'époque, très jeune, je m'en suis rendu compte. Deuxième red flag. Celui-là, c'est la culture de la peur et de la sanction. Je te parle parce que, à force d'avoir entendu, d'avoir vu, d'avoir surtout entendu des partages d'expériences, moi j'ai vécu une scène que j'ai envie de te partager parce que ça m'a fait penser à ça. Un supérieur que j'ai eu à un moment donné avait décidé de se séparer d'un salarié de mon périmètre parce qu'il avait entendu par Pierre, Paul et Jacques qu'ils prenaient en fait du temps libre sans autorisation et d'autres choses dont moi j'ai pas miné dans le dossier, donc je saurais absolument pas dire et j'ai pas envie d'en parler de toute façon, c'était pas le sujet. Donc il fait sa procédure classique et il décide de le sortir. Bon, ok. J'avais pas d'opinion particulièrement sur le sujet. Mais alors moi, ce qui m'a perturbée, c'est le jour où il a fini la procédure. Il débarque dans mon bureau et là, il lève le bras en me disant « Yes !» Mais un grand yes. En fait, comme s'il venait de marquer un but. Moi, j'étais sidérée.
Parce que célébrer le départ forcé, ou pas d'ailleurs, enfin, c'était pas forcé, c'était souhaité, mais il y a des départs forcés, de quelqu'un, franchement c'est un signe clair d'une culture managériale et une culture tout court malsaine. En fait, faut le répéter, hein, c'est des humains en face, c'est pas des pions. Ou quand on parle de bâtons, pour parler du nombre d'effectifs. Non, c'est pas normal ça. C'est des red flags. Un autre red flag, c'est les limites non respectées. Tu sais, c'est les mails qu'on t'envoie tard le soir, les coups de fil quand t'es en vacances, quand t'es en repos tout court. On te dit non mais ça prend 2 minutes. Mais mis bout à bout, ça veut dire qu'on ne respecte pas cet équilibre qui est tant souhaité par tous. Vie pro, vie perso. On ne respecte pas ta vie personnelle. Et ça, c'est une intrusion constante, si ça se répète, bien entendu. Hein. Si c'est une fois de manière exceptionnelle, why not? Après, c'est à vous de voir. Mais si vous voyez que ça se répète à chaque fois, mais même de manière régulière, drapeau rouge. Parce qu'il faut se le répéter. On n'a pas des vies entre nos mains, sauf si tu fais partie du milieu médical. Dans la plupart des métiers, personne n'est irremplaçable. Où il existe toujours d'autres solutions que de choisir la facilité en appelant pendant les vacances ou en envoyant des mails à des heures totalement déraisonnables. Si tu n'as pas un métier où tu as des vies entre tes mains, je ne comprends pas. Franchement, j'aime profondément mon travail, mais j'ai aussi compris que le droit à la déconnexion est essentiel. Et pas que pour moi, pour tous. C'est ce droit qui permet de recharger tes batteries, qui te permet de poser le cerveau, de déconnecter, de revenir plus créatif, voire un peu plus motivé le lendemain ou pas. Et surtout de rester en bonne santé mentale. À repérer les red flags et dès le processus de recrutement. Et oui, les red flags, ça ne commence pas toujours une fois que tu es en poste. Parfois, ils apparaissent déjà pendant ton processus de recrutement. Et là aussi, il faut savoir ouvrir l'œil. Un flou sur le poste. C'est-à-dire que si les missions ne sont pas claires, que tu sens que les réponses à tes questions restent un peu vagues, c'est souvent mauvais signe. Alors celui-là, je l'adore, c'est le discours trop beau pour être vrai. Il y en a, ils pensent qu'on est dans le monde des bisounours. Quand on te promet une ambiance idéale, un équilibre parfait, un poste idéal, un manager toujours à l'écoute, franchement, ça peut cacher une réalité bien différente. Ça n'existe pas, le monde des bisounours. Le monde de l'entreprise, ce n'est pas un monde de bisounours. T'as aussi le drapeau rouge qui est de regarder les incohérences entre tes interlocuteurs pendant tout le long de ton processus. Si ton manager dit une chose, que les RH vont dire autre chose, que le N+2 va dire autre chose, ça en dit long. Hein. Et ça montre sûrement un manque de transparence. Alors, des fois, il y a des incompréhensions ou des infos qui ne circulent pas, mais souvent, c'est un manque de transparence. Et si tu as des signaux dans l'organisation du process, par exemple, tu as des entretiens déplacés à plusieurs reprises, des réponses très tardives, un process qui dure très longtemps, ou encore un manque de respect du temps du candidat, tout ça peut être révélateur d'une culture d'entreprise négligente. Moi, je me rappellerai toujours, on m'a fait prendre un avion pour 20 minutes d'entretien. Je m'y attendais pas du tout. 20 minutes d'entretien, on m'a fait prendre un avion. Voilà. J'en ai plein des anecdotes. Et puis surtout, les amis, il y a le ressenti. On l'oublie souvent, mais notre intuition capte beaucoup de choses. Si tu ressors d'un entretien avec un pressentiment, un malaise, une impression d'avoir été bousculé, coupé, ou pas écouté, ou toisé, c'est un signal à ne pas balayer. J'ai souvent constaté que les personnes qui vivaient ensuite une mauvaise expérience dans leur poste m'expliquaient qu'en réalité, elles avaient déjà perçu ces petits détails en entretien, mais qu'elles les avaient ignorés. Pas envie d'y croire ou par besoin de signer un poste parce qu'on a envie de nouveautés, d'autres choses, ou parce que tu dois partir de ta boîte. Donc, attention.
Comment repérer les red flags en entreprise? Parce qu'on me demande souvent ça d'ailleurs quand on me demande conseil. Mais comment je fais pour savoir si c'est un red flag ou juste un coup de fatigue passager? Déjà la répétition. Si ça arrive une fois de manière très occasionnelle, c'est pas forcément un red flag. Mais si c'est répétitif, déjà c'est un red flag. La première chose que tu dois repérer, il faut être déjà observateur, mais la première chose que tu dois repérer, c'est l'écart entre les paroles et les actes. Si on te vend par exemple une entreprise qui est familiale, humaine, qui respecte l'équilibre vie pro, vie perso, mais que dès que tu pars à l'heure, genre 17h, 18h, on te fait sentir coupable, c'est un red flag. L'ambiance générale, il faut que tu sois observateur. Est-ce que tu sens une tension constante? Est-ce que les conversations se font en cachette? Que les rumeurs circulent plus vite que l'information officielle? Tout ça, ce sont des signaux qu'il y a un problème de fond. Le troisième indice, c'est la gestion des erreurs. Dans une entreprise qui est saine, une erreur est une occasion d'apprendre, sauf si, attention, je ne parle pas d'un impact fort, qui peut être financier ou autre. Mais une entreprise saine, elle n'est pas là à te tomber dessus. Mais alors, dans une entreprise toxique, une erreur devient une arme, en fait, contre toi. Si tu sens que chaque faux pas peut être fatal, c'est un red flag, c'est clair. Et puis, je l'ai déjà évoqué, la reconnaissance. Est-ce que tes réussites sont valorisées ou est-ce que d'autres s'en attribuent le mérite? Moi, j'ai pu observer que les premiers red flags apparaissent souvent dans les petites choses, quand même, qui se cumulent. Des mails donc envoyés à plus de 22 heures, des personnes coupées systématiquement en réunion, des collaborateurs qui n'entendent que des critiques sans jamais recevoir des feedbacks positifs, le manager commence par te dire ça ne va pas au lieu de te dire ça va, mais nanana. Ce sont des détails en apparence, mais mis bout à bout, ils usent énormément la confiance et l'engagement des collaborateurs. Pourquoi on les ignore, ces red flags? Alors, tu pourrais te dire, mais si tout ça est évident, pourquoi on reste? Pourquoi on accepte? Tu le sais. La peur. Parce que souvent, il y a la peur. Peur de perdre son job, peur de ne pas trouver ailleurs, peur de son image, peur de ce que ça représente. Et il y a aussi le facteur espoir. En fait, tu dis, oui, ça va passer, ça va aller mieux dans quelques temps. Et puis, on normalise aussi. Tout le monde fonctionne comme ça, donc je dois m'y faire. Sauf que, en fait, non. On ne peut pas normaliser des actes pareils. Normaliser la toxicité, c'est s'épuiser à petit feu. Alors, on en vient à la partie, c'est comment on réagit face aux red flags. Tu sais, parfois, les red flags apparaissent, comme je te l'ai dit, dès le processus de recrutement. Je peux t'en donner un exemple parce que ça m'est arrivé. On m'avait promis un poste qui correspondait parfaitement à ce que je voulais, un cadre stable, clair, dans un contexte rassurant. Dès mon arrivée, la réalité était tout autre. Mais dès mon arrivée, et je vous assure, dès le premier jour. On m'a confié dès le premier jour pour faire connaissance, et puis on me confie une mission d'urgence que je n'étais pas censée gérer du tout à la base. Et j'ai senti qu'on me refilait la patate chaude simplement parce que j'avais le champ de compétences pour m'en occuper, mais ce n'était absolument pas censé être mon rôle à ce moment-là. Et surtout qu'il y avait d'autres personnes pour pouvoir le faire. Et ça s'est ajouté à un manque d'attention, des réunions posées un vendredi à 17h de manière cumulée, et une accumulation de signaux dans les premières semaines qui montraient que ce qui m'a été vendu n'était pas aligné avec la réalité de ce que j'étais en train de vivre. Donc pareil, au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai normalisé. Les semaines passent, j'ai l'espoir. L'espoir se diminue. Je décide de renouveler la période d'essai. Et puis, ça bloque. Comment réagir? La première étape, c'est d'observer, de mettre des mots. C'est hyper important. Note ce qui te dérange, ce qui revient souvent. Ça aide à ne pas minimiser. Et normalement, les entreprises, généralement, font un bilan de mi-période d'essai. Et ça te permet de le faire, ce bilan. Il faut le faire, c'est ultra important. Déjà pour toi-même, et puis après, pour échanger, à toi de voir comment tu sens les choses.
La deuxième étape, c'est de fixer des limites. Il ne faut pas avoir peur de dire non, rappeler le cadre ou poser des questions. Bien sûr, il faut le faire en toute intelligence, mais poser des questions de tes interrogations. Pourquoi ça? Quand tu trouves des choses étranges ou pas normales, poser simplement des questions en interrogation. Je sais que c'est difficile, mais franchement, c'est nécessaire de le faire. Et puis la troisième étape, je te le dirai toujours, moi, c'est de chercher du soutien. Il faut que tu repères assez vite qui peuvent être tes collègues de confiance, ou les RH, un coach, mais aussi un entourage extérieur qui n'est pas directement impliqué. Moi, ça m'a été utile quand ça m'est arrivé, l'expérience que je viens juste de vous raconter. J'ai demandé conseil à l'extérieur. J'ai pris attache auprès de l'extérieur parce que ça m'avait perturbée. Je ne savais pas si c'était moi qui débloquais ou pas. Ou j'étais pas dans une réalité. Ou peut-être parce que ça allait être passager et que je voulais y croire que ça allait être passager. Et en fait, non. On me fait comprendre, non, c'est pas passager. C'est pas normal surtout. Ça t'aide à prendre conscience des choses et à accepter les choses. Et enfin, le plus dur, c'est le droit de partir. Je sais profondément que c'est effrayant. Mais partir, je le répéterai toujours, ce n'est pas un échec. Dans ma décision, elle en a fait partie. À un moment donné, quand les mois se sont cumulés, que les red flags étaient de plus en plus présents, parce qu'ils se sont accélérés, parce qu'à force d'y être, tu observes encore plus, tu connais. Et puis mon expérience me permet de vraiment de repérer tout ça. Tu discutes, tu sens que même avec l'échange, qu'il y a un truc, voilà. Parfois, il faut prendre cette décision. Et c'est parfois le plus grand acte pour moi de courage que tu puisses poser pour toi-même. Et je le répète, c'est pas facile, je le sais, parce que ça a forcément des conséquences. Mais des fois, c'est nécessaire. Pour conclure, les red flags au travail, ce sont des petits signaux, en fait, qui s'accumulent et qui rendent donc ton quotidien lourd, toxique, pesant. Le plus important, c'est ne pas les ignorer, ne pas les banaliser. Il y a des solutions aux red flags. Parfois, même souvent, il y a des solutions à trouver. Mais quand tu mets en place les solutions et que tu vois que ça ne fonctionne pas, oui. Ou l'issue finale, elle est inévitable à des moments. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu as déjà vécu un red flag en entreprise? Ça ne m'étonnerait pas que tu me dises que tu n'en as jamais eu. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Sinon, c'est le monde des bisounours. Sinon, je suis preneuse de l'endroit où ça se trouve parce que je pense que c'est rare. Et c'est normal, et c'est normal. C'est la société d'aujourd'hui, le fonctionnement d'aujourd'hui. N'hésite pas à venir partager ton expérience, à venir m'en parler en message privé aussi. J'aime beaucoup discuter avec vous et parce que je sais que partager ces expériences peut aider d'autres à ouvrir les yeux. Et j'en parle en connaissance de cause, étant dans le milieu des ressources humaines. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau sujet. Et en attendant, prends soin de toi. Bisous. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir